Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo sur le million d'euros. Donc, imaginez une situation hypothétique où vous recevez 1 million d'euros. Donc, soit vous gagnez au loto, soit un oncle venu des États-Unis, de Chine, etc. ou peu importe, vous donne cette somme. Est-ce que j'ai déjà posé la question de qu'est-ce que vous feriez de ce montant? Comment est-ce que vous l'utiliseriez? Est-ce que vous l'investiriez? Est-ce que vous ne l'investiriez pas? Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cet exercice ensemble et on va voir quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à vous avec ces millions d'euros. Donc je vous invite à prendre un petit café. La vidéo va durer un petit moment. Et ne paniquez pas, on va faire l'exercice ensemble. Donc posez-vous, prenez un carnet, faites vos notes. Et même, je vous invite, avant de regarder la vidéo, de faire votre propre carte mentale ou vos propres notes. Donc, vous recevez vos 1 million d'euros. Il y a 3 choix en réalité qui s'offrent à vous. Soit vous ne faites strictement rien, vous avez l'argent, vous ne le dépensez pas. Soit vous décidez de dépenser l'argent, soit vous prenez l'argent et vous l'investissez. Ce sont les 3 possibilités. On va regarder ce qui se passe si vous faites rien de votre argent. Donc en fait, vous n'allez pas sans savoir que l'inflation existe. Et l'inflation, c'est ce qui fait perdre à votre argent de la valeur tous les ans. Donc à titre d'exemple, j'ai pris une moyenne d'inflation sur différentes décennies. Donc l'inflation moyenne entre 70 et 85 était de 9%. Après, on a vu que l'inflation elle a baissé. Donc entre 85 et 2020, on était entre 2,5 et 1,5%. Donc là, elle était moins importante. Depuis 2020, on observe une inflation en France qui est de l'ordre de 4 à 5% annuel. Si on lisse des années où c'est beaucoup plus, des années où c'est beaucoup moins, mais en moyenne c'est ça. Et au final, si on fait une moyenne depuis les années 50, on a une inflation moyenne de 3,5%. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente sur votre million d'euros? Non? Ben, on va le faire ensemble. Donc, 1 million d'euros fois 3,5% et une inflation sur 30 ans, ça fait 350 000 euros. Donc ça veut dire que dans 30 ans, si vous gardez votre million d'euros sur un compte espèce, vous ne pourriez acheter que l'équivalent de 350 000 euros d'aujourd'hui. Donc quand on voit ça, on comprend pourquoi il faut surtout ne pas faire ça. Il faut soit dépenser l'argent, soit l'investir. Ok. Maintenant, on prend le second cas. On a compris que l'inflation c'est pas bien. Du coup, on va décider de dépenser l'argent. Donc, si on dépense l'argent, on peut soit vivre normalement, donc taper dans le capital petit à petit. On peut aussi acheter des biens plaisirs, ou on peut acheter des moments plaisir. Donc, si on vit normalement et qu'on arrête de travailler, donc dans le cas où on se dit 1 million d'euros, c'est suffisant pour arrêter complètement de travailler. On va voir ça. Donc pour avoir 2000 euros, il faut, donc tous les ans, il faut retirer 34 000 euros. Si on enlève la plate tax de 0,7%, de 0,3% en France, ça peut être un peu moins si vous êtes en PEA, bon j'ai pris 0,3 pour l'exemple. Combien de temps vous pensez que vous allez tenir avec ce mécanisme-là? Hop, on va le faire. Donc 1 million divisé par 34 000, ça fait 29 ans. Donc admettons que vous commenciez à faire cette strat-là à 20 ans, vous décidez de complètement d'arrêter votre carrière, donc vous héritez, soit vous héritez, soit vous gagnez le loto à 20 ans. À 49 ans, il n'y a plus rien, vous êtes sur la paille. Et bonne chance après pour retrouver un travail en ayant vécu oisivement toute votre vie sur le capital. Autrement, on peut partir. Donc donc là c'est le cas juste du gars normal, le gars qui a juste envie de couvrir ses dépenses courantes. Ça va bugger, c'est pas grave. Et au final, c'est un peu monsieur tout le monde. Mais il y a aussi d'autres gens, donc ils vont recevoir le million d'euros, ils vont se sentir les doigts brûlés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah du coup, ils vont acheter des biens plaisirs. Moi ce que j'appelle des biens plaisirs. Donc ils vont acheter des voitures, des grosses voitures.
Ils vont acheter peut-être des montres, donc des objets de luxe, juste pour flamber. Ou alors ils vont acheter du alcool, du tabac, d'autres choses qui vont pas forcément vous arranger la santé, on va pas se mentir. Donc voilà, donc admettons vous achetez une voiture, donc si vous voulez une belle voiture, on va partir sur une voiture entre 50 et 100 000 euros. Donc vous prenez, je sais pas moi, une Tesla, une modèle X, je crois que c'est ça, je suis même pas sûr en fait. Bah, vous prenez une voiture entre 50 et 100 000 euros, donc en fait directement vous grevez votre capital de 10%. Donc là c'est assez violent quoi, faut faire gaffe. Bon admettons vous n'êtes pas trop montre, pas trop voiture, vous préférez les montres, vous voulez faire une petite collection, vous l'achetez 10 000 balles par an, donc vous achetez une petite Rolex ou une... bon putain, j'ai oublié la marque, bon bref, vous achetez des montres tous les ans, donc ça va vous taper 10 000 euros par an. Finalement aussi, l'alcool et le tabac, c'est des choses qu'on oublie souvent, et ça peut très vite monter, ça peut très vite chiffrer en dépenses. Moi je pense que ça va facilement taper dans les 10 000 par an, si on combine les deux plus autre chose. Mais finalement, donc si on reprend le cas numéro 1, donc 34 000 euros par an pour avoir une vie normale à 2 000 euros, plus les 30 000 euros, donc je fais une moyenne, on dit que vous faites un peu de montre, un peu d'alcool, la voiture vous l'avez achetée une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, voilà. Mais au bout de 15 ans, vous n'avez plus rien. Votre million d'euros, il est cramé. Voilà. Est-ce que vous avez envie de ça? Je ne sais pas. Après, je critique pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Donc maintenant, on passe au cas des moments plaisir. Donc on va partir sur les massages. Bon, allez, on va à Thaïlande, on fait des petits massages, on va en Turquie, etc. Allez, un petit budget de 5 000 euros. Bon, il y a d'autres moyens de plaisir. Bon, ça, j'en parlerai pas ici. Il y a d'autres chaînes qui le font mieux que moi. Je ne suis pas expérimenté en la matière. Voyager, sinon on peut voyager. Voyager, à mon avis, c'est un très bon moyen de dépenser son argent. Ça peut être sympathique. Donc, je comptais 500 euros par billet, plus 500 euros de logement sur place. Donc, on voyage pas forcément dans des pays très chers, mais pas non plus dans des pays très peu chers. Donc, 3 à 4 fois par an, ça fait entre 5 et 10 000 euros de budget voyage. Donc finalement, j'ai compté combien dessus 34 000 euros, donc les 2 000 balles par mois de vie courante, plus 10 000 euros, ça fait 1 million divisé par 44 000, ça fait 22 ans. Au bout de 22 ans, vous avez plus votre capital. Donc dans tous les cas ici, donc que ce soit dans le cas où vous ne faites rien, donc là, pour moi, le ne rien faire, c'est le pire cas parce que vous ne profitez de rien. Le cas du million que vous dépensez, faut savoir que dans le meilleur des cas, au bout de 30 ans, il n'y a plus. Voilà. Donc vous ne pourrez pas arrêter de travailler en fait, si vous faites rien. Donc c'est là où je vais en venir. C'est tout l'objet de la vidéo. Donc on peut investir. Donc on prend le million d'euros, donc on s'est renseigné avant. On va se dire, je vais investir en immobilier. Donc l'investissement immobilier, donc soit vous pouvez acheter votre résidence principale, soit vous pouvez acheter des biens locatifs. Donc si vous achetez votre résidence principale, c'est quoi les avantages? Donc vous aurez des loyers en moins à payer. Par contre, ça induit des coûts. Donc vous allez devoir entretenir votre bien tous les ans de 1% par an. Ça fait, donc j'ai pris un bien à 300 000 euros, donc c'est un appart en centre-ville ou une petite maison excentrée. 3 000 euros par an d'entretien. Et à ça, il faut ajouter la taxe foncière plus les charges. Pour moi, la résidence principale, c'est peut-être... c'est à la fois un investissement et à la fois quelque chose qu'on achète surtout pour augmenter son confort de vie en fait. Donc le fait d'avoir le loyer en moins à payer, en général ça représente 30% du budget des ménages en France, voire un peu plus, c'est une pierre, une épine du pied enlevée quoi. Et c'est une pierre de plus pour vous, pour votre vie. Sinon on peut faire de l'achat d'un bien locatif. Donc, si vous faites ça, vous avez la location longue durée ou les locations saisonnières. Donc, en location longue durée, je me suis renseigné un peu. Donc, en moyenne, en France, on fait du 4% brut annuel. C'est pas énorme. Donc,
pour moi, c'est un investissement acceptable, mais est-ce que ça vaut le stress que ça induit? Il faut gérer les vacances, il faut gérer les, les, les travaux. Si jamais votre locataire vous appelle et vous dit oh, faut changer ça, faut le faire, c'est compliqué. Ça demande de l'entretien. Et je sais pas, moi je suis pas trop fan de la location longue durée. En tout cas en France, parce qu'on protège un peu trop les locataires au détriment des propriétaires. Mais bon. Location saisonnière, donc là c'est tout ce qui est Airbnb. Donc je pense qu'on peut aller taper du 10% brut, mais il faut être dans les top 1% des biens du marché, quoi. Le problème de la location saisonnière, c'est qu'il y a souvent de la vacance locative, donc vous ne louez pas toute l'année, vous louez sur certaines périodes, c'est même le principe, mais ça peut être stressant, je pense. Au même titre que la location longue durée. D'autant plus que maintenant les lois évoluent, donc dans de plus en plus de villes ou de régions, il faut que votre bien il soit. Donc si vous faites du Airbnb, il faut en plus que vous mettiez d'autres biens en location pour des professionnels ou pour des particuliers. Et même il y a des régions qui interdisent le Airbnb, donc ça c'est dangereux, quoi. Donc si je résume sur ces deux points, pour moi l'achat de la résidence principale ça peut être ok. L'achat d'un bien locatif, c'est vraiment, faut faire très très attention, faut être sûr de ce qu'on fait, pouvoir s'en occuper, etc. Voilà. On peut aussi, j'ai mis entre parenthèses, investir en crypto-monnaie. Donc, trouver des pépites. Bon, genre là j'ai mis trouver des pépites, ou alors on peut DCA les mastodontes. Donc trouver les pépites, c'est aller chercher un peu tout ce qui existe. Et pour moi c'est quelque chose qui, à mon avis, ça peut, en fait, soit vous avez beaucoup de chance et vous avez beaucoup travaillé, ou alors vous connaissez extrêmement bien la technologie et vous pouvez faire un très haut rendement, donc x10, x20, x30 assez rapidement. Soit vous perdez tout et là, donc vous perdez votre argent et votre temps. Donc là c'est vraiment pas optimal, quoi. Je recherche parce que le collapse il me casse les couilles là. Hop, hop. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention avec ça. Sinon, on peut DCA les mastodontes. Donc on peut se dire, au final, la crypto-monnaie, ça s'inclut dans une stratégie plus globale. Et on peut dire qu'on va faire aussi du DCA sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Solana, sur les XRP, au même titre qu'on ferait un DCA sur la bourse. Et j'y viens du coup. La bourse. Investir en bourse. Pour moi, la bourse, c'est le meilleur compromis. Stress, temps, argent. C'est-à-dire que c'est un peu plus risqué que l'immobilier. Néanmoins, niveau stress et niveau temps, c'est quelque chose qui vous prendra beaucoup, même niveau physique en fait, ça vous prendra beaucoup moins de temps, je pense. Donc si vous investissez en bourse, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire soit du stock picking, donc là quand vous partez là-dedans, il faut faire de l'analyse technique, des rapports, un suivi d'activité. C'est assez coûteux en temps. Je m'y suis essayé avec le début d'investisseur PEA, mais c'est potentiellement très rentable, mais il faut être vraiment un expert, et des experts, il y en a très peu, et même les experts, c'est prouvé, hein, les études qui montrent que les experts ne battent pas systématiquement le marché. Voilà. Donc au final, le mieux à faire, c'est faire du DCA. Vous pouvez faire du DCA sur des actions de très bonne qualité, ou du DCA sur des ETF. Niveau action, si vous faites ça, vous prenez des actions de très bonne qualité, vous pouvez potentiellement faire des 10 à 20% brut, hein, je parle toujours en brut, si vous choisissez les bonnes entreprises. Donc là, je vous invite vous-même à faire vos propres recherches, chercher les bonnes boîtes qui vous correspondent et qui remplissent ces critères-là.
Sinon, on peut faire du DCA sur ETF. Et là, on peut aller chercher du 8 à 10%, bien que les 10% les dernières décennies qu'on a connues, ce soit des rendements exceptionnels. Mais c'est pas injouable. Donc vous faites très bien. Donc la stratégie la plus classique, la plus connue, c'est la stratégie ETF Monde. Donc c'est en moyenne depuis 1940 ou 1950, je crois qu'ils ont fait du 7,3 ou 4% annuel brut. Voilà. Donc ça c'est la stratégie fond de portefeuille, même ça peut être votre stratégie principale. Pour vous éliminer de votre vie du stress, du temps que vous perdez pour faire autre chose. Donc ça c'est vraiment la solution miracle, j'ai envie de dire. Donc ne la négligez pas. Sinon on peut très bien faire aussi quand on sait que le MSCI World, donc le ETF World, c'est 70% des entreprises américaines, on peut directement partir sur le S&P 500 ou du Nasdaq. Donc moi, vous savez très bien ma répartition, je ne vais pas vous en reparler, vous avez déjà vu toute une vidéo. Voilà. Donc vous pouvez partir là-dessus. Sur l'ETF Monde aussi, c'est très bien. Et sinon, vous pouvez aussi faire des ETF CAC, Nikkei, DAX, les marchés européens, selon que vous voulez. Et même, je pense qu'en Europe, il vaut mieux prendre bon, je vais l'ajouter en direct live. Je pense qu'il vaut mieux prendre des Eurostox 50 ou 600. Fonction de si vous voulez les 50 plus grosses capitalisations, donc plus concentrées dans les grosses capitalisations en Europe, ou les 600 plus grosses. Et voilà. Donc maintenant, sinon, la dernière action qui s'offre à vous, c'est d'investir sur un fonds obligatoire et monétaire. Donc là, vous allez taper en général du 4% par an. Et sur 1 million d'euros, ça va vous générer 40 000 euros, donc moins 30% la plate taxe, soit un peu moins si vous êtes en PEA. Ça vous fera 2300 nets par an. Donc là, on est sur quelque chose de totalement ok. Je sors ma calculatrice. Voilà. Donc là, on est sur du 40 000 par an. Il revient. Et puis sur les actions, sera plus. Donc comme je disais, si on est sur du 8 à 10%, on va prendre 10% d'un million, 100 000. Je vais faire en direct live. 100 000 fois 0,7. Donc on a la taxe, 70 000 divisé par 12. Voilà, 5 833. Donc là, avec des stratégies actions sur 1 million d'euros, vous gagnez ça par mois, net d'impôt. Mais en général, la stratégie qui est recommandée, c'est de ne pas toucher plus de 4% du capital. Et si vous prenez que 4% de votre capital, donc d'un capital qui est investi, vous ne tapez pas dedans, vous tapez juste sur les intérêts, vous allez, donc avec 2300 euros, vous pouvez vivre ad vitam aeternam sur vos 1 million d'euros. Donc après, il y a deux stratégies qui permettent de savoir est-ce que vous voulez conserver cet argent donc uniquement via des intérêts pour le transmettre à vos enfants, ou alors est-ce que vous voulez faire la stratégie die with zero, donc soit en investissant rien, soit en investissant. Donc là, vous allez vivre une vie normale en vivant des intérêts, et vers la fin, vous allez commencer à claquer le capital et vivre fastement sur vos dernières années de vie. Donc ça, c'est libre à chacun. J'ai pas d'avis sur la question. Moi, en tout cas, ma stratégie à moi, actuellement, et que je vais continuer, donc, c'est le DCA, d'actions et d'ETF, la résidence principale. Et moi, si je reçois ce montant-là, de 1 million d'euros, je ne ferai jamais tout ce qui est ici, là. Ça, pour moi, c'est à proscrire de mes habitudes. Et même, en fait, on se pose la question avec 1 million d'euros. En fait, on devrait se poser la question aussi pour 100 000 euros. On devrait aussi se la poser pour 10 000 euros, même pour 1 milliard d'euros. Et je vais même être un peu provocateur. Je pense qu'une personne avec 1 million d'euros qui va prendre ce genre de décision, donc les décisions d'en haut là, qu'on lui donne 1 million d'euros, 2 millions d'euros ou 10 millions d'euros, le résultat sera le même. C'est-à-dire qu'elle va vivre au-dessus de ses moyens et au final,
elle va finir par épuiser son stock, quoi. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des avis différents, ça m'intéresse. Je suis ouvert à la discussion. Salut!